Alors, ce qu'on a fait au dernier cours, c'est de s'assurer qu'on avait un environnement fonctionnel. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que votre environnement est fonctionnel? Et pour ça, dans votre répertoire projet, oh non, c'est des nodes. Alors, est-ce que tout le monde a son répertoire Node, sa machine virtuelle démarrée et son partage? Donc, moi, je vais m'ouvrir. Ici, et je vais le mettre en couleur rouge et je vais faire comme vous, SSH oracle at localhost -p 2222. Et on va aller dans le même répertoire, cdp. Moi, j'ai un répertoire Allo dans lequel j'ai mes programmes. Et la façon la plus facile de travailler avec l'éditeur, n'oubliez pas, votre éditeur est local. Hein? Donc, moi, j'ai mis en rouge mon shell SSH. Il y en a-tu qui savent comment changer le fond de couleur d'écran en PowerShell? Parce que ça vous permettrait de facilement voir dans quel écran. On va faire une petite recherche ce matin sur changer le fond d'écran de PowerShell. PowerShell n'est pas bleu par défaut. C'est ça, mais comment le changer? Ça n'a pas l'air compliqué. Click on the corner, Properties, Color tab. Est-ce qu'il y en a qui peut essayer ça? Le menu en haut à gauche de PowerShell. Je l'ai même PowerShell pour Mac. Ça fonctionne. Bon. Fait que dans celui que vous êtes connecté localement, ben, vous pouvez le mettre d'une couleur. Puis moi, je vous propose de mettre celui auquel vous êtes connecté à distance. Ça, parce que je vais commencer à référer à votre VM comme votre machine à distance. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes techniques ce matin, les machines ne pourraient pas marcher, ou etc., etc.? All right. Donc, moi, j'ai juste comme, parce que moi, j'ai fait sur l'ordi de l'école, alors je ne pourrais pas comme me connecter, parce que c'est pas ouvert, la machine. ben, vas-y. Toi, tu peux, par exemple, là, tu es où en ce moment, Mihai? Je suis chez moi, sur mon ordi de chez moi. As-tu une BD? Oui. Bon, ben, en fait, tu as la machine virtuelle, la même qu'on travaille au collège? J'ai celui-là de la session passée. Tu es chanceux, c'est exactement la même.
C'est cool, hein? Ouais. Alors, démarre ta VM, prends-toi un PowerShell dessus, un PowerShell local, puis on commence à zéro. Fait que je vais juste te donner, après ça, c'est la commande pour installer Node.js dans ta machine. Là, dans votre machine virtuelle, votre fond rouge idéalement, roulez Node, version. Moi, j'ai une version 14, là, mais vous, oh non, ça, c'est pas à distance, certain. Ah ben oui. PWD. Ah, je suis dans mon Oracle. Donc, le but, Mihai, là, c'est que ta machine virtuelle soit démarrée, que tu installes Node dessus. Là, les instructions pour installer Node, là. Ceux qui étaient ici, c'est parce que moi, j'ai localement OL Developer Node.js. Ça, c'est ici. Donc, je vais t'aider en te donnant les dernières instructions, là. Je vais te mettre ça dans le chat. Fais ça en premier, puis dis-moi, dans ta machine virtuelle, tu peux être connecté en PowerShell SSH. OK. Est-ce qu'il faut que je fasse le dossier 3000? Bouge pas. Tu parles du dossier, je vais être sûr de bien comprendre. Node.js, ouais. Tu parles de... Là, en ce moment, on va, installer Node.js, t'assurer qu'il fonctionne, puis après ça, on va partager le reste. Parfait. Donc, après avoir roulé le premier, là, c'est sudo yum install Node.js. Il faut que tu fasses ça avant ce que j'ai mis là. Pour les autres, est-ce que tout le monde a son shell SSH fonctionnel? Et là, n'oubliez pas, faites votre répertoire partagé. Hein? Donc, si je vous ramène là, dans votre VM, répertoire partagé, et vous devez avoir ici, si vous êtes sur Windows, naturellement, le point de ici, le folder path, là, c'est votre C2 point utilisateur. Puis là, j'ai vu plusieurs de vous avoir des répertoires très longs et profonds avec des espaces et des accents. Sachez que c'est une mauvaise pratique pour travailler en Linux. L'encodage des caractères ASCII au-delà de 128, il n'y a pas de standard. Donc, moi, je vous propose de toujours garder des répertoires avec des noms courts, pas d'espace, pas d'accentué, ni de caractères spéciaux. Alors ici, moi, j'ai mon local qui est User Shift Brother Projects, que naturellement, vous, ça va être C2 points utilisateur, le nom de votre utilisateur et Projects. Et vous devez créer le point de montage comme un répertoire dans votre machine virtuelle. Donc, sous votre utilisateur Oracle,
Project. N'oubliez pas de cocher montage automatique et permanent. Comme ça, toutes les fois, il va se redémarrer sans que vous ayez rien à faire. Un coup que ça c'est fait, là, le côté plaisant, c'est qu'on peut éditer localement. Alors, assurez-vous que vous n'êtes pas du côté de votre machine virtuelle, mais plutôt locale. Et vous pouvez faire code espace point. Ce qui va ouvrir Visual Studio Code dans votre répertoire courant. Et voilà. Bon, ben là, ce que tout le monde devrait avoir, je répète, vous devriez avoir deux shells. Un qui est sur votre machine locale, un autre qui est connecté sur votre machine à distance. Parce que quand on va exécuter nos programmes Node, on va les exécuter ici, sur la machine à distance, et non pas localement. Je reviens local. Alors là, faites code espace point. Vous devriez avoir un éditeur. Et là, vous autres, vous n'avez rien en ce moment, mais il est ouvert dans votre répertoire. Moi, j'écris un répertoire à l'eau, dans votre répertoire Node, puis on va être prêt à travailler. All right. Alors, on va regarder, premièrement, faites-vous en pas, on va faire un petit programme Node aujourd'hui. Et qu'est-ce que Node.js est? Là, je pense que l'utilisation de JS a donné un bon indice. C'est effectivement du JavaScript du côté serveur. Et soyez pas surpris si vous aviez juste l'impression que ça s'utilisait dans le navigateur. En fait, pour à peu près les 20 premières années de l'utilisation du langage JavaScript, ça se faisait que dans un navigateur. Mais maintenant, il y a plusieurs langages qui ont migré vers le serveur. Un de ces langages-là, c'est JavaScript. Et Node.js, c'est un environnement d'exécution de JavaScript. Dans votre navigateur, vous avez appris que vous avez un engin d'exécution de JavaScript. C'est pour ça que vos programmes JavaScript avec le tab script s'exécutent. Ben maintenant, avec Node.js, on a un environnement interprétant compilateur qui nous permet d'exécuter des programmes en JavaScript du côté serveur. Donc, en plus, Node.js, c'est open source et multiplateforme. Donc, vous l'avez pour Linux, vous l'avez pour Windows, vous l'avez pour macOS. C'est super le fun parce que ça te permet de transposer tes logiciels sans avoir à rien réécrire. Node.js, c'est le même engin de JavaScript que votre navigateur Chrome ou Edge. Et vous devez comprendre, par exemple, quand on roule à l'extérieur du navigateur, il y a des outils qu'on n'a pas. Entre autres, on ne peut pas manipuler le DOM. Hein? Il n'y a pas de DOM dans l'arrière-plan. Alors, c'est un peu comme du SQL. Quand tu es en SQL, tu travailles en arrière-plan. Quand tu es en Node.js, tu es aussi en arrière-plan. Tu n'as pas d'interface. C'est assumé, s'exécuter sur un serveur qui n'est pas ta machine. Puis c'est pour ça que je vous le fais exécuter dans votre machine virtuelle parce que ça simule un environnement d'infrastructure infonuagique, le cloud. Alors, il y a une chose qu'on va comprendre aujourd'hui et qui est une particularité de Node.js. Node.js s'exécute dans un seul processus, comme dans votre navigateur. Et ça ne crée pas de thread. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un thread? Tu
quelqu'un qui peut me taper sa définition d'un thread ou qui peut lever la main et nous informer de ce qu'il pense que c'est? Ou l'écrire dans le chat, je n'ai pas de problème. Le mot français, par exemple. J'ai personne qui sait c'est quoi un thread. Un process? Ah, OK, Mohamed. Oui, je pense qu'effectivement, tu n'es pas loin. C'est vraiment, bon, quand on exécute un programme sur le système d'exploitation, il y a un processus qui démarre. Et on peut voir un thread comme un sous-processus, indépendant, mais qui peut communiquer avec d'autres. C'est comme ça, souvent, qu'on va lancer plusieurs sous-processus pour s'occuper de recevoir des connexions clients. Entre autres, lors de votre BD Oracle, quand vous lancez une connexion, Oracle lance un processus, un thread pour prendre votre connexion. Ce n'est pas ça que fait Node.js. Node.js, c'est un monolithe. Il traite tout dans un seul processus. Vous allez me dire, monsieur, mais dans ce cas-là, si on est plusieurs à se connecter à un serveur Node.js, ben, on va avoir des problèmes de performance parce qu'on va être obligé d'attendre qu'ils servent les autres requêtes. C'est là qu'on va commencer à parler de programmation asynchrone que j'ai introduit au dernier cours. Tu as un seul thread, mais le thread n'arrête, le processus n'arrête pas pour exécuter une tâche bloquante. Il la met en attente, puis quand il va avoir du temps, il va y revenir. Alors, ça va être la façon que, malgré que j'ai un seul processus qui s'occupe de Node.js, que je vais être capable de prendre des milliers d'entrées-sorties à la seconde. Et j'utilise le chiffre millier, là, ça ne prend pas un ordinateur extraordinaire pour faire ça. Donc, c'est pour ça que quand vous écrivez du JavaScript, vous devez toujours garder en tête que vous ne pouvez pas bloquer les processus. Et on va voir comment ça se fait, ça. Alors, il y a plusieurs avantages d'être monoprocessus et il y a des désavantages. Parce que si tu fais une tâche bloquante, qu'on appelle, bien dans ce cas-là, tout ce qui roule sur Node.js va être en attente. C'est pour ça que l'architecture JavaScript est une architecture monoprocessus dans laquelle il y a une architecture pour ne pas faire de blocage. On va regarder, entre autres, un des avantages. J'ai des étudiants ici qui ont aussi mon cours de sécurité des applications et qui travaillent avec moi en Python. Bien, je peux vous dire une chose par rapport à Python. Node.js est excessivement rapide. L'architecture est légère. Ça va rapidement. Ça peut gérer des milliers de connexions. Et là, je ne parle pas avec un super ordinateur, là. Un Raspberry Pi. Est-ce qu'il y en a qui en ont parmi vous des Raspberry Pi? As-tu des mains qui se lèvent? Personne d'entre vous a un petit Raspberry? En fait, c'est un ordinateur qui est... C'est facile. Il est gros comme ça. C'est mon petit Raspberry Pi, ça. Et ça a 8 gigs de RAM, une carte vidéo, ça vaut 100 $. Et un petit Raspberry Pi configuré pour être serveur web avec Node.js peut facilement traiter 2000 connexions à la seconde. Alors, on comprend que Node.js, c'est excessivement performant. Clavier vivant. Deuxièmement, l'avantage que ça a aussi, c'est qu'un coup que tu as appris JavaScript sur le client, bien, ta compétence JavaScript, tu vas être capable de t'en servir
en arrière-plan. Pas besoin d'apprendre un nouveau langage. Ensuite, Node.js avance beaucoup plus rapidement que le JavaScript dans le navigateur, ce qui nous permet d'avoir toutes les nouveautés en chargeant la dernière version de Node.js sans être obligé d'attendre, par exemple, que Microsoft ou Firefox ou Chrome arrivent avec une nouvelle version de Node.js. Oh, une petite faute d'orthographe ici. On va le voir, il y a une vaste librairie standard qui permet de faire vraiment plein de trucs sans que vous ayez à les programmer. Et si les librairies standards de Node.js ne vous conviennent pas parce que ça n'en fait pas assez, il y a un écosystème qui s'appelle NPM, Node Package Manager. NPM, c'est un peu l'équivalent de apt get install ou yum. C'est un gestionnaire de paquetage qui permet de partager de la programmation faite sous Node. Vous n'avez pas besoin de retenir la ligne du temps de Node.js, ce ne sera pas une question d'examen, mais c'est pour vous montrer que Node.js, c'est très récent. C'est venu au monde en 2009 et on est à la version 16 en 2021. Là. Sachez que Node a toujours deux versions. La version en développement, puis la version avec du support à long terme. Si vous regardez ici, et on fait... Et on s'en vient sur ça. OK. Alors, la version 16, LTS ici, c'est pour Long Term Support. Donc, c'est une version qui va être supportée plus longtemps. Tandis que la version 17, c'est la version qu'on pourrait appeler bêta, mais ce n'est pas vrai, elle n'est pas bêta. Mais c'est une version qui risque qui est un petit peu plus à la dernière saveur. Donc, c'est un petit peu moins stable. Habituellement, en production, on s'en va avec la version LTS pour support à long terme. Alors, on a ici, quels sont les points intéressants? On pourra parler de l'incident du LeftPad qui est arrivé en 2016. Mais en fait, on se préoccupe de la sécurité sur Node seulement qu'à partir de 2017. Ça donne une idée. C'est très récent comme plateforme. Alors, au lieu de continuer à parler, on va faire ensemble notre premier programme Node.js. Monsieur? Oui. Je n'ai pas vraiment compris, ça sert à quoi en fait Node.js, genre de façon plus concise? Moi, je pense qu'on va faire un programme ensemble, Mohamed, qui est le prochain bout. La réponse simple à ta question, c'est ça me sert à faire du JavaScript sur le serveur. Oui, mais monsieur, à quoi ça sert Java? Ça sert à programmer en Java sur un serveur. Oui, mais Python, Python, ça sert à programmer en Python sur un serveur. Node.js, ça sert à programmer en JavaScript sur un serveur. Parfait, merci. Mais on va faire un programme, puis à partir de là, moi, je pense que ça va devenir beaucoup plus clair. OK, parfait, merci. Donc, je vous demande d'aller dans votre répertoire projet Node et créer un répertoire Allo. Allez dans le répertoire et démarrer et créer un nouveau fichier qui s'appelle index.js. Et vous allez commencer à faire le programme. Vous dites, monsieur, je ne comprends pas tout à fait ce que je fais. Je ne vous demande pas de comprendre à l'heure actuelle. On va reviser chaque morceau de code ensemble.
je vous demande simplement de le faire. Alors, saisissez le programme qui est devant vous. Je vous reviens dans 30 secondes. OK, on va maintenant l'exécuter. Pour exécuter un programme Node, alors assurez-vous d'être connecté à votre VM sous SSH et à l'invite de commande. Dans le sous-répertoire, vous faites node index.js. Alors là, c'est le temps de diagnostiquer. Est-ce que tout le monde obtient la réponse suivante à l'invite de commande? Le serveur roule à l'URL suivant. Répondez-moi pas tout en même temps, je pourrais ne pas vous entendre. OK. Ceux qui ont une erreur, un glitch, un message d'erreur, levez la main. Personne? Monsieur, Oui. pouvez-vous remontrer le code Visual Studio Code 30 secondes, s'il vous plaît? Tu l'as dans ta présentation, mais ça va me faire plaisir Ok, de te c'est ramener. correct dans ce cas. C'est- Merci OK. beaucoup. Sam, quelle est l'erreur que tu obtiens? C'est juste qu'il le trouve pas. Donc j'ai checké mes fichiers et il n'était pas au bon endroit. OK, là, tu l'as remis au bon endroit. Est-ce que tu es capable de l'exécuter? C'est ce que je vais essayer tout de suite. Et en fait, il faut que ton répertoire courant de ton invite de commande soit dans le répertoire où sont tes programmes. Alors moi, je vais l'arrêter. PWD. Donc, je suis dans mon répertoire Node, dans mon répertoire Allo, et je vois ici mes programmes. Et c'est à partir de là où je fais Node index.js. C'est ça, bah maintenant j'ai une autre erreur, c'est par rapport au port. Il dit que. Monsieur? Là, vous allez me dire, monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, je ne sais même pas comment tester. Là, on va aller chercher un navigateur. Monsieur, Oui, pour ma part, ça ne marche pas aussi. on va aller troubleshooter ça tout de suite après avoir testé, puis après ça, faites localhost 2.3000. Ça a disconnecté à localhost au port 3000. OK, puis là, il y en a qui vont dire, monsieur, j'obtiens rien. Oui, oui. Assurez-vous dans votre VM votre VM, là, ça, c'est pas le VM, c'est VirtualBox, de rerouter le port 3000. Donc, device, network, advance, port forwarding. Assurez-vous d'avoir 3000 entrées-sorties.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui a eu le résultat « Bonjour le monde ». Bravo, tout le monde a été capable. Mihai, est-ce que tu es revenu avec nous? Oui, j'étais à la toilette. Bon, est-ce que tu as été capable de saisir le code? Oui. Et est-ce que tu as été capable de l'exécuter avec succès? Autrement dit, dans ton navigateur, obtenir un « Bonjour le monde ». Presque. La réponse est oui ou non. C'est non, il n'y a pas de problème, on va t'aider. On s'amène tous ensemble à pouvoir exécuter des programmes Node. OK, donc tu m'as écrit oui, tout est beau, on procède. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que là, je vous ai fait taper un programme sans que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Donc, je vais mettre ça ici. Quand on fait Node espace index.js, on dit à Node d'exécuter notre programme. La première chose qu'on fait ici, CONST, est-ce que vous vous souvenez c'est quoi? Allez, dans le chat ou à haute voix, CONST, ça sert à quoi? C'est une constante? Oui. On déclare une constante qu'on appelle HTTP et on lui affecte la valeur require HTTP. Et HTTP, c'est un module interne de Node qui nous permet de se créer un serveur HTTP, un serveur web, si vous voulez. Donc, on crée une instance de l'objet HTTP qu'on met sur HTTP. Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté avec ce concept-là? Donc, HTTP, à partir de maintenant, c'est un objet qui va avoir toutes les propriétés du module HTTP. J'ai déclaré hostname, qui est une constante, qui est l'adresse sur laquelle Node va écouter. Là, j'ai mis 0.0.0. J'aurais pu mettre localhost, mais moi, personnellement, sur ma machine, j'avais de la difficulté avec localhost. Alors, en mettant 0000, il va écouter sur toutes les adresses IP de ma machine virtuelle, parce que vous comprenez qu'on exécute le code dans la VM. Ça, c'est le port sur lequel va écouter Node 3000. Si ça avait été on veut faire un serveur traditionnel HTTP, c'est quoi le port qu'on aurait mis ici? Pour que les gens qui naviguent sur le web puissent venir s'attacher à notre programme Node. Il n'y a personne d'entre vous qui connaît le port HTTP standard? C'est pas le port 80? Merci beaucoup, Sam. C'est effectivement le port 80. Mais dans le but d'éviter d'avoir plusieurs choses sur le même port, là, pour les besoins de programmation qu'on va faire dans notre cours, on va utiliser le port 3000. Et ici, je vais instancer un objet que j'appelle serveur en appelant la méthode de l'objet HTTP, donc http.createServer, et REQ, c'est pour la requête qui va être faite au serveur, et RES, c'est pour la réponse qu'on va envoyer.
Donc, un serveur HTTP, ça l'écoute pour des requêtes et ça l'envoie des réponses. Ça va jusque-là? Et ça, c'est la réponse qu'on a préparée. Un status code 200 à HTTP, ça veut dire que tout est beau. Donc, on fait RES pour response, de l'anglais, réponse. On dit réponse.statuscode égale 200, res.setHeader, on parle en texte, et N pour la fin de la réponse, bonjour le monde, \n, c'est pour une nouvelle ligne, donc retour de chariot. Mais ça n'a pas démarré, là. Ça l'a juste déclaré. Et c'est ici qu'on va appeler la méthode listen de http.createServer. Donc, server.listen, il va écouter sur le port qui est ici, l'adresse IP qui est là, et il va écrire console log, le serveur roule à l'adresse suivante. Et lorsqu'une requête va arriver, il va exécuter le code qui est ici. Et c'est ça que fait un server.listen. Donc, ça a parti un processus qui va écouter pour des connexions. Monsieur, Oui, vous voulez dire quoi par écouter? toi, avec un navigateur, tu Oui. parles à un serveur HTTP sur le port 3000 parce que notre requête qu'on a fait ici Oui. parle. Quand j'utilise l'expression parle, c'est elle envoie une requête sur le port 3000. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un processus qui écoute sur le port 3000. Sinon, tu vas parler dans le vide. C'est-à-dire un code qui s'exécute pour que la requête soit écoutée. Exactement ça. En fait, pas juste la requête, toutes les requêtes du port, sur le port 3000 de ma VM vont être captées par mon programme Node.js. OK, donc ce processus-là, en gros, c'est le code qui va permettre l'écoute de l'ensemble des requêtes faites au port 3000. C'est ce Sur code-là. le port 3000, exactement ça. OK, OK, merci. Ah, ça fait plaisir. Donc, j'ai ici démarré l'écoute sur l'adresse IP, le port 3000, et à chaque fois qu'une requête va arriver, ça ici, ça va être exécuté. Et c'est ça qui envoie bonjour le monde. Puis c'est pour ça que si je fais ça comme ça, j'ai toujours mon bonjour le monde. Et on pourrait faire on va l'arrêter. On va sauvegarder. Et on va le redémarrer. Donc, je vais revenir à mon code. Ce que j'ai ajouté ici, c'est dans
dans la méthode de rappel qui est ici, j'ai ajouté un console log. Et console log en Node écrit sur la console. La console étant le shell de commande qui l'a lancé. Alors, à chaque fois qu'il va recevoir quelque chose sur le port 3000, une requête, il va exécuter le code qui est ici. Il va mettre naturellement « Bonjour le monde ». Et c'est en préparant l'objet response ou réponse que je vais pouvoir répondre. Donc, on vient à l'explication. Donc, on a appelé notre méthode. Je vais le laisser ici. Donc, on a chargé notre module, défini nos constantes, et en faisant ça ici, on a instancé l'objet HTTP create server. Le serveur, ici, avec server.listen, est appelé et configuré pour écouter sur l'adresse IP et le port qui a été spécifié. Chaque fois qu'une nouvelle requête est reçue, l'événement appelé fournit deux objets, la réponse, ici, et, désolé, la requête et la réponse. Pour être précis, ces deux objets-là, c'est http.incomingMessageObject et http server.serverResponseObject. Et c'est à l'aide de ces deux objets-là qu'on va lire la requête et transmettre la réponse. Donc, le incoming message object contient la requête. On ne l'utilise pas ici, mais le second, HTTP Server Response Object, c'est là où on donne le code de statut 200 pour indiquer que c'est réussi, le type de contenu qui est du texte, et on ferme la réponse avec res.end. Alors, vous pouvez maintenant arrêter. Est-ce qu'il y en a qui ont rajouté le console log? Ben, allez-y, vous pouvez l'ajouter juste pour prendre l'habitude de modifier un petit peu les programmes de base. Donc, ça ici, c'est la fonction qui va être exécutée lorsque je reçois une requête. Alors là, je vais ajouter à mon console log, c'est quoi la requête? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais l'appeler? Voyez-vous, en fait, j'ai eu deux requêtes URL. Quand on fait un appel à un serveur web, le navigateur demande deux choses. Envoie-moi la page et l'icône de la page. C'est pour ça que dans les onglets, on a un petit icône. Là, naturellement, moi, j'en ai pas, mais le navigateur me pose la question.
Et chaque fois que je vais rafraîchir mon navigateur, il va me faire les requêtes. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté pour obtenir ça? J'ai ici, là, j'ai enlevé ça. Je vais le remplacer par et là, je vais l'appeler. Et là, on voit que mon navigateur a envoyé une demande pour la racine du site web, qui est slash, et favicon.co. Vous dites, oui, mais monsieur, habituellement, quand je vais visiter un site web, là, souvent, j'ai slash. Et là, vous voyez que j'ai fait une demande pour le fichier index. Et si vous étiez un serveur web, quand je vous demande le fichier index, que feriez-vous? C'est une question. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait ajouter à notre programme pour qu'il soit complet? Parce que là, il fallait rien que répondre « Bonjour le monde ». Mais on voit qu'en regardant les requêtes, je suis capable de voir ce que le navigateur me demande ici. Si c'était un vrai navigateur web, qu'est-ce qui serait passé ici en bas quand je fais cette demande-là? On verrait la page d'accueil. Ou en tout cas, on verrait effectivement le fichier index.html, s'il était disponible, il me l'enverrait. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler une page d'accueil. Mais dans le cas du serveur web, lui, ce n'est pas du tout ce qu'il y a là. Il prend le contenu, donc il va regarder sur disque. Est-ce qu'il y a un fichier qui s'appelle index.html? Et si oui, il le retourne au navigateur. Et là, vous venez de voir qu'on est après mettre ensemble les morceaux d'un serveur web. Et un serveur web traditionnel, c'est tout ce que ça fait. Ça écoute des requêtes, ça s'en va dans le système de fichiers et ça fournit la page à l'utilisateur. Donc, on comprend qu'on est capable, ce qu'on va vouloir apprendre, c'est comment on réagit à rec.url. Parce que rec.url comprend la requête. C'est ça que j'ai fait imprimer ici. Et la requête que le navigateur envoie, lorsqu'on remplit la barre d'adresse, c'est une requête de type GET. Il demande au serveur web de lui envoyer quelque chose. Quoi? Ce qu'il y a d'indiqué après la barre oblique. Donc, je vous demande de modifier votre programme pour maintenant imprimer la requête qui est faite au serveur web. Alors, tout ce que j'ai fait, moi, j'ai pris mon console log qui est ici, je l'ai copié. J'ai modifié pour le serveur rôle, là, le serveur a reçu une requête à l'URL suivant. Puis là, vous n'êtes pas obligé de laisser tout ça. Moi, je le laisse parce que je trouvais ça joli. Et j'ai concaténé avec rec.url.
Et ceux qui me demandent ce que je vais après faire, ben c'est facile. Je suis après maintenir avec Git. Fait que comme ça, si je m'accroche les pieds, je vais être capable d'aller voir les changements que j'ai faits. Alors là, j'ai fait un add commit. Et vous devriez toujours travailler avec Git quand vous faites des petits projets. Si vous en venez, là, je suis ici, localement. Et moi, j'ai mon Git local. Et vous voyez qu'avec mon shell ZSH, c'est le fun, il m'indique ici sur quelle branche je suis. Et là, je peux faire mon traditionnel git add.auto. Puis moi, je le synchronise avec GitHub. Mon minimum, prenez l'habitude de travailler. Alors, si j'ai oublié de mettre mon répertoire Allo, j'ai oublié de faire un Git, qu'est-ce que je dois faire pour démarrer Git pour mon répertoire Allo? Qui se souvient de la commande? Comment je démarre l'utilisation de Git pour mon répertoire test ici que je viens de créer? Git init. Ben oui. Et à partir de là, bon, moi, c'est le fun parce que j'ai un beau petit, une belle invite de commande en français, en anglais, un prompt qui m'indique que mon répertoire est initialisé. Et j'ai juste eu à faire git init. Et là, vous voyez mon petit répertoire.git. Je fais ls-a pour afficher les fichiers cachés. Donc, prenez l'habitude, quand vous travaillez sur des projets, de vous créer un répertoire et ensuite de l'initialiser avec Git. Alors là, ce qu'on devait faire comme modification, c'est ajouter un console log pour être en mesure de voir le URL. Là, je vous donne 2 minutes pour le faire. Vous me levez la main quand c'est terminé. Et c'est ça qu'on va apprendre à décortiquer. Donc, qu'est-ce qui nous a passé? Et en fonction de ça, on va soit retourner un fichier, soit aller à la base de données, chercher de l'information et l'afficher. Donc, on commence ici à avoir les morceaux requis pour répondre à un client HTML, un navigateur, de l'information qu'on va être capable de traiter en arrière-plan. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est ça qu'on fait, là. Arrêtez le partage. En fait, on comprend qu'on pourrait faire différentes choses en testant rec.url. Si rec.url était nom du client, ben on pourrait aller faire une recherche des noms de clients dans une base de données puis envoyer la réponse. Commencez-vous à comprendre où on s'en va? Parce qu'ici, là,
je ne fais pas de traitement. Mais je pourrais bien, ici, faire un traitement. If, Monsieur, vous partagez pas. oh, ça va vous aider si je partage. Hein? Voyez-vous mon écran? Oui. Si. Ça ici, c'est la fonction qui exécute à toutes les fois qu'il reçoit une requête. Là, je pourrais faire un test. Je vérifie qu'est-ce que j'obtenais. Oh, excusez. Oui, oui, là, ils me disent pas le même. Alors, bonjour. Ici, vous avez excusez. Rest. Bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui fait le code que j'ai rajouté là? Ici. Vous m'expliquez en mots humains ce qui va se passer, en fait. Je vous écoute. Si on fait une requête vers index.html, bah, il va écrire là, vous avez demandé l'index, sinon il dit juste bonjour tout le monde. Donc, on va essayer ça. CTRL-S. On est ici. Il faut que je l'arrête, excusez. Hop, je m'en vais là. Je démarre. C'est beau. Ah! Et pourtant, voyez-vous, il me manque la barre oblique. La requête que je fais imprimer, là, il y a une barre oblique dedans. Mon erreur. Quand je ne la mettais pas ici, je la concatène. Donc, il y a une barre oblique. On redémarre. Ah! Il demande index, il demande Favico, mais il n'a pas changé mon message. Je vais peut-être un peu moins serré ici. Monsieur, Oui. est-ce que c'est possible que c'est parce que vous faites res.url au lieu de rec.url dans votre if? Oui, c'est absolument vrai. Hein? Merci. Eh bien, il y en a un qui écoute. OK.
Mais au début, il manquait effectivement la barre oblique. Je pense qu'on va être correct. On redémarre. Et pourquoi j'ai ça ici? Donc, 1, on voit qu'il a vérifié ma requête.url est égale à index et il a envoyé ça. Et je vous le dis, on va apprendre à coder intelligemment, là, mais il y a beaucoup de défis dans l'encodage des pages HTML. Là, pour le moment, je vais committer mes changements. Ajout d'une condition de requête. J'ouvre ça sur Kata. Est-ce que tout le monde comprend ce qui se passe ici avec ça? All right, Philippe, merci de me l'indiquer. Ça m'encourage. Mihai, es-tu avec nous? Oui. Tu comprends-tu ce qu'on a fait ici avec ce petit bout-là? Ça exécute le index. En fait, ça vérifie si dans ma requête, puis une requête, là, vous autres, vous ne voyez pas ça comme une requête, mais ça ici, là, c'est une requête. Ça demande à un serveur web de lui donner une page. Puis vous pensez toujours en web, non, monsieur, c'est pour avoir une page. Ben non, si j'utilisais un outil comme Postman, et ça ne sera pas long, je vais vous montrer ça. Postman, ça me permet de faire des requêtes. On va faire plus test local. On va arrêter de travailler dans un navigateur, fait que vous allez commencer à dire oh, il n'y a pas d'autorisation. C'est beau. Retour. Ici, on va aller se faire une requête. Alors, allez chercher index.html. Alors, c'est un get et on va mettre la même chose que ça ici. Alors là, vous voyez la requête de vos yeux. Ce n'est plus dans un navigateur qui, pour vous, est un engin à vous donner des pages web. Mais en fait, le haut de la page de votre navigateur, ce qui contient l'adresse URL, ce que ça fait, c'est une requête GET HTTP. Et ça lui passe le paramètre index.html. Ça passe d'autres choses, entre autres dans l'entête ici, ça passe ça dit c'est qui l'a envoyé, ça donne une couple de trucs additionnels, là, mais rapidement, ça l'envoie une requête de type GET au serveur qui est ici, dans le format HTTP. Monsieur, Oui. est-ce que c'est possible, parce que les get, ça renvoie une réponse, mais est-ce Oui. que c'est possible avec une requête post ou pas aussi d'avoir ça? Ben oui, Oui. on va arriver là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, puis que tout le monde a des fois un petit peu de difficulté, c'est qu'en fait, un navigateur web, ça fait des demandes à un serveur. Ça ne travaille pas avec des pages web. Ça ne sait même pas c'est quoi une page web. Ça demande quelque chose à un serveur. Et
Et dans le cas que nous, on est habitué, le quelque chose est une page web qu'on va afficher. Mais là, depuis le début, je n'affiche pas une page web. J'affiche du texte. Donc, on voit qu'un navigateur, ça parle à un serveur et que sur notre serveur, on est en mesure de faire du code. Et c'est comme ça qu'on va parler à BD et qu'on va générer de l'information à la volée. Alors, ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai utilisé, on l'a aussi à la ligne de commande. Il y a une ligne de commande qui s'appelle wget. Là, je vais juste vérifier si on l'a d'installer à notre ligne de commande. Parce que wget, là, ça prend la place de Postman, ça nous permet de vérifier les requêtes qu'on a. Donc, je vais pouvoir l'arrêter ici temporairement. Ah oui, il est installé dans ma machine virtuelle. Est-ce qu'il est installé sur mon Mac? L'avez-vous sur votre machine Windows par défaut en PowerShell, wget? Oui. OK. Donc, moi, je vais regarder. Faites wget, démarrez votre serveur Node et faites le wget avec le URL qu'on passe à notre navigateur. Oh, ma petite souris vient de se sauver. Pardon. Oh, elle était loin. Elle n'a pas aimé son voyage. Alors, voici. Brew install wget. Non, c'est assez facile, ça. Brew. Install wget. Ça, c'est pas comme ça pour vous, mais vous autres, vous l'avez, mais il n'était pas installé sur mon Mac. Et là, on va faire wget avec la requête. Bon, il fallait naturellement que je tombe en même temps d'une mise à jour. Typique. Et vous allez faire la commande wget http, la même chose qu'on a faite en Postman ici. Donc, à partir de votre machine locale, retournez à l'invite de commande. Et là, lui, il pense qu'il a été chercher index.html, mais si vous faites un less, là, il est là. Et bien, si vous faites un 4 pour l'afficher, là, vous allez voir que alors voilà. wget, lui, il pense vraiment qu'il a été chercher index.html. Mais si j'avais envoyé du code HTML, c'est ça que ça aurait été. Alors maintenant, vous comprenez que ce qui se passe entre votre navigateur et le serveur web, c'est des commandes qui ressemblent un peu à ça.
Et lui, le serveur web est conditionné. Il fait le code qu'il y a pour traiter le cas index. Alors là, vous êtes à 50% d'un serveur web de fait. Vous êtes capable de recevoir des requêtes, capable d'envoyer une réponse. Et là, on a même un début de traitement sur qu'est-ce qu'on fait lorsque on a un wget qui comprend un paramètre URL et qui demande quelque chose d'autre que la racine. Et c'est ce qu'on va voir. On va, au prochain cours, configurer la partie fichier de ça. Donc, on va prendre un fichier HTML, on va l'envoyer et on va avoir fait ce que vous voyez comme étant un serveur web. Le prochain travail à faire, ça va être d'aller chercher des trucs dans la base de données. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine la séance d'aujourd'hui? Ben écoutez, ça m'a fait super plaisir d'avoir une classe avec vous autres aujourd'hui. J'avais l'impression d'avoir une petite classe privée avec mes amis. On est maintenant plus que 4. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis au plaisir de se voir lundi, gang. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.